Loi 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Principe. Tout est dans le dénouement. Prévoyez toutes les étapes qui y mènent en tenant compte de leurs éventuelles conséquences, des obstacles qui risquent de surgir et des revers de fortune qui pourraient anéantir vos efforts. En planifiant votre action jusqu'au bout, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous saurez quand vous arrêter. Guidez la chance avec doigté et mettez-la de votre côté en faisant preuve d'une vision à long terme. Violation de la loi. En 1510, un navire appareilla de l'île d'Hispaniola, aujourd'hui partagée entre Haïti et la République dominicaine, et mit le cap sur le Venezuela afin de lever le blocus d'une colonie espagnole assiégée. Une fois au large, un passager clandestin surgit de la soute. Vasco Núñez de Balboa, noble espagnol venu dans le Nouveau Monde à la recherche d'or. Très endetté, il avait ainsi échappé à ses créanciers. Balboa était obsédé par l'or depuis que Christophe Colomb avait rapporté en Espagne des nouvelles d'un pays fabuleux et encore inconnu, l'Eldorado. Balboa avait aussitôt décidé de se lancer à sa recherche. Il serait le premier à le découvrir grâce à son audace et à sa ténacité. Maintenant qu'il était libéré de ses créanciers, rien ne l'arrêterait. Malheureusement, l'armateur du navire, un riche juriste du nom de Francisco Fernández de Enciso, se mit en rage contre le passager clandestin et ordonna de le débarquer sur la première île venue. Sur ce, avant même d'avoir aperçu la moindre terre, Enciso apprit que la colonie qu'il était parti secourir avait été abandonnée. La chance souriait à Balboa. Il raconta aux marins ses précédents voyages à Panama et les rumeurs qu'il y courait. Il y aurait là-bas de l'or. Les marins, alléchés à cette perspective, convainquirent Enciso d'épargner la vie de Balboa et d'aller établir une colonie à Panama. Ils y furent quelques semaines plus tard et nommèrent leur nouvelle colonie Darien. Le premier gouverneur de Darien fut Enciso, mais Balboa n'était pas homme à se laisser ravir la vedette. Il fomenta une mutinerie et se déclara gouverneur à sa place. Craignant pour sa vie, Enciso s'enfuit en Espagne. Quelques mois plus tard, la couronne espagnole envoya le nouveau gouverneur officiel de Darien, mais celui-ci fut expulsé. Pendant son voyage de retour vers l'Espagne, l'homme se noya. Cette noyade était accidentelle, mais selon la loi espagnole, Balboa avait assassiné le gouverneur et usurpé son poste. La hardiesse de Balboa l'avait déjà tiré de bien mauvais pas. Mais désormais, ses espoirs de richesse et de gloire semblaient anéantis. Pour revendiquer l'Eldorado, s'il le découvrait, il avait besoin d'un mandat du roi d'Espagne. Il ne l'obtiendrait jamais tant qu'il demeurerait hors la loi. Il n'y avait qu'une seule solution. Les Indiens de Panama avaient révélé à Balboa que cette partie de l'Amérique n'était qu'un isthme. En longeant la côte ouest vers le sud, il atteindrait un fabuleux pays, appelé quelque chose comme Birou, où d'après eux, se trouvait de l'or à profusion. Balboa résolut donc de traverser les dangereuses jungles de Panama et de devenir le premier Européen à tremper les pieds dans le nouvel océan. De là, il ferait route vers l'Eldorado. S'il le faisait au nom de l'Espagne, il obtiendrait la gratitude éternelle du roi et assurerait sa propre sécurité, à condition d'agir avant que les autorités espagnoles ne viennent l'arrêter. En 1513, Balboa se mit en chemin avec 190 soldats. L'isthme mesure à cet endroit quelques 150 kilomètres de large. À mi-chemin, il ne lui restait que 60 hommes. Les autres avaient succombé aux parasites, aux pluies, aux fièvres. Finalement, du haut d'une montagne, Balboa contempla l'océan Pacifique. Quelques jours plus tard, revêtu de son armure, portant la bannière de Castille, il en revendiquait les eaux, les terres et les îles au nom de la couronne d'Espagne. Les Indiens de la région accueillirent Balboa avec de l'or, des bijoux et des perles comme jamais ils n'en avaient vu. Quand il demanda d'où provenaient ces trésors, ils désignèrent le sud, le pays des Incas. Or, Balboa n'avait plus qu'une poignée de soldats. Il décida donc de retourner à Darien,
d'envoyer les bijoux et l'or en Espagne comme preuve de sa bonne volonté, en échange d'une grande armée pour l'aider à conquérir l'Eldorado. Lorsque parvint en Espagne la nouvelle de l'audacieuse expédition de Balboa, de la découverte de l'océan occidental et du projet de conquête de l'Eldorado, le hors-la-loi devint un héros. Il fut immédiatement proclamé gouverneur de cette nouvelle terre. Cependant, avant que le roi et la reine ne reçoivent la nouvelle de sa découverte, ils avaient déjà envoyé aux trousses de Balboa une escadre de 12 navires sous le commandement d'un certain Pedro Arias d'Avila, dit Pedrarias, avec ordre de l'arrêter pour meurtre et de prendre le commandement de la colonie. Quand Pedrarias fut à Panama, il apprit que Balboa avait été réhabilité et qu'il devrait exercer le commandement avec l'ancien fugitif. De son côté, Balboa était partagé. L'or était son rêve, l'Eldorado son unique but. Il avait maintes fois risqué sa vie pour l'atteindre, et l'idée de laisser une part de richesse et de gloire à un nouveau venu lui était insupportable. Il découvrit bientôt que Pedrarias était aussi jaloux que lui, amer et mécontent de la situation. Une fois encore, la seule solution pour Balboa était de prendre l'initiative. Il retraverserait la jungle avec une armée plus grande, dotée de tout ce qu'il fallait pour construire des bateaux. Une fois sur la côte Pacifique, il bâtirait une armada et partirait à la conquête des Incas. Pedrarias accepta ce plan, peut-être parce qu'il le jugeait irréalisable. Des centaines d'hommes moururent pendant cette seconde expédition. Le bois qu'ils transportaient pourrit sous les pluies torrentielles. Balboa, comme d'habitude, ne se découragea pas. Aucune puissance au monde ne pouvait contrecarrer son projet. En arrivant sur la côte Pacifique, il fit couper des arbres. Mais les hommes qui lui restaient étaient trop peu nombreux et trop affaiblis pour monter une armée d'invasion. Balboa dut retourner à Darien. Pedrarias avait de toute façon rappelé Balboa, sous prétexte de discuter d'un nouveau plan. Arrivé aux abords de la colonie, l'explorateur tomba sur Francisco Pizarro, un camarade de vieille date qui avait participé à sa première traversée de l'isthme. C'était un piège. À la tête d'une centaine de soldats, Pizarro encercla son ancien ami, l'arrêta et l'envoya à Pedrarias, qui l'accusa de rébellion. Quelques jours plus tard, la tête de Balboa tombait dans un panier avec celle de ses amis les plus fidèles. Et quelques années plus tard, Pizarro conquit le Pérou et les exploits de Balboa furent oubliés. Interprétation. La plupart des hommes écoutent leur cœur et non leur tête. Leurs plans sont vagues, et en cas d'obstacle, ils improvisent. Mais l'improvisation ne mène que jusqu'à la prochaine crise. Elle ne remplace ni la réflexion, ni la planification de chaque étape jusqu'au dénouement. Balboa avait un rêve de gloire et de richesse, et seulement un vague plan pour y arriver. Ses prouesses et sa découverte du Pacifique sont depuis longtemps oubliées, parce qu'il a commis le péché le plus grave dans le monde du pouvoir. Il s'est éloigné, laissant aux autres toute l'attitude de prendre sa place. Un véritable homme de pouvoir aurait eu la prudence de prévoir les dangers, les rivaux désireux de partager ses conquêtes, les vautours attirés par son or. Balboa aurait dû garder pour lui le secret des Incas jusqu'à la conquête du Pérou. C'est seulement ainsi qu'il aurait assuré sa prospérité et gardé la vie. Un véritable homme de pouvoir aurait eu la prudence de tuer un rival tel que Pedrarias, ou de le faire emprisonner, de prendre le contrôle de son armée et de s'en servir pour la conquête du Pérou. Mais Balboa réagissait au coup par coup, impulsivement, sans réfléchir. Quel est l'intérêt de nourrir le plus beau rêve du monde si les autres vous en volent les bénéfices et la gloire? Ne vous embarquez jamais dans quelque vague chimère. Planifiez toutes les étapes de votre action jusqu'à son dénouement. Respect de la loi. En 1863, sur l'échiquier des pouvoirs en Europe, les principaux acteurs étaient l'Angleterre, la France et l'Autriche. La Prusse n'était que l'un des États allemands vaguement alliés au sein de la Confédération germanique. L'Autriche, membre dominant, s'était assuré que les autres restaient faibles, divisés et soumis. Or, Bismarck, alors Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Prusse, rêvait pour son pays d'un plus grand destin que celui de rester le laquais de l'Autriche.
Voici comment Bismarck mena le jeu. Son premier coup fut de faire la guerre au faible Danemark dans le but de récupérer les anciennes terres prussiennes du Schleswig-Holstein. Ce fut la guerre des duchés. Il savait que les tentatives d'indépendance prussienne inquiéteraient la France et l'Angleterre. Aussi mit-il l'Autriche de son côté, en affirmant que s'il récupérait le Schleswig-Holstein, ce serait pour le bénéfice de Vienne. Une fois la guerre décidée, Bismarck exigea de l'Autriche qu'elle laisse la Prusse gérer les terres nouvellement conquises. Bien sûr, cela ne plut guère aux Autrichiens, qui acceptèrent néanmoins un compromis. Ils laissèrent à la Prusse le Schleswig, puis 1 an plus tard, ils lui vendirent le Holstein. Le monde sut alors que la Prusse était l'étoile montante et que l'Autriche allait vers son déclin. L'action suivante de Bismarck fut la plus audacieuse. En 1866, il convainquit le roi Guillaume de Prusse de quitter la Confédération germanique, ce qui équivalait à déclarer la guerre à l'Autriche. L'épouse du roi, la reine Augusta, son fils le prince héritier et les princes des autres royaumes allemands s'opposèrent avec véhémence à cette guerre. Mais Bismarck ne se laissa pas démonter et réussit à faire éclater le conflit. L'armée prussienne, bien supérieure, vainquit les Autrichiens. Le roi et ses généraux voulaient marcher sur Vienne et conquérir le plus de territoire autrichien possible, mais Bismarck les arrêta. Il était maintenant du côté de la paix. Il fut ainsi capable de conclure avec l'Autriche un traité garantissant à la Prusse et aux autres États allemands une totale autonomie. Bismarck avait réussi à faire de la Prusse la puissance dominante de l'Allemagne. Elle se retrouva ainsi à la tête de la nouvelle confédération d'Allemagne du Nord. Les Français et les Britanniques virent dès lors en Bismarck un nouvel Attila, et craignirent qu'il n'eût des vues sur toute l'Europe. Une fois engagé sur le chemin de la conquête, nul ne pouvait dire où il s'arrêterait. Et en effet, 4 ans plus tard, Bismarck suscita la guerre contre la France. Tout d'abord, il parut donner son accord à l'annexion de la Belgique par la France, puis au dernier moment changea d'avis. Jouant au chat et à la souris, il indisposa l'empereur des Français, Napoléon III, et incita son propre roi à la guerre contre la France. Ce ne fut une surprise pour personne lorsque la guerre éclata en 1870. La nouvelle confédération germanique se rangea avec enthousiasme aux côtés de la Prusse, et une fois encore, la machine de guerre prussienne et ses alliés écrasèrent l'ennemi en quelques mois. Bismarck s'opposait à l'annexion de terres françaises. Mais les généraux le convainquirent que l'Alsace-Lorraine devait faire partie de la Confédération. Maintenant, tout le monde en Europe craignait le monstre prussien conduit par Bismarck, le chancelier de fer. Et effectivement, 1 an plus tard, Bismarck fondait l'Empire allemand. Le roi de Prusse fut acclamé empereur et Bismarck était son prince. Mais il se passa alors un phénomène étrange. Bismarck refusa désormais de s'engager dans d'autres guerres. Parmi les puissances européennes qui se lançaient à la conquête de colonies, l'Allemagne se montra la moins ambitieuse. Le chancelier Bismarck ne convoitait pas davantage de territoire pour l'Allemagne, il voulait la sécurité. Jusqu'à la fin de sa vie, il se battit pour la paix en Europe. Tous pensèrent qu'il avait changé, qu'il s'était amolli au fil des ans. Nul ne comprit qu'il avait atteint le but qu'il s'était fixé. Interprétation. La raison pour laquelle la plupart des conquérants ne savent pas s'arrêter, c'est qu'ils n'ont pas de but précis. À peine la victoire est-elle acquise, qu'ils en veulent une autre. S'arrêter, parvenir à un objectif et s'y tenir, est presque surhumain. Pourtant, rien n'est plus indispensable au maintien du pouvoir. La personne qui va de triomphe en triomphe suscite une hostilité qui conduit inévitablement au déclin. La seule solution est de planifier à long terme. De prévoir l'avenir avec autant de clarté que les dieux de l'Olympe qui, à travers les nuages, voient la finalité de toute chose. Dès le début de sa carrière, Bismarck n'avait qu'un but, créer un État allemand indépendant dominé par la Prusse. Il fit la guerre au Danemark, non pour conquérir des territoires, mais pour réveiller le nationalisme prussien et unifier le pays. Il ne déclara la guerre à l'Autriche que pour obtenir l'indépendance prussienne. C'est pourquoi il refusa de faire main basse sur des territoires autrichiens.
et il ne fomenta une guerre contre la France que pour liguer les royaumes allemands contre un ennemi commun et préparer l'avènement de l'unité allemande. Une fois ce but atteint, Bismarck s'arrêta. Il ne laissa pas le triomphe lui monter à la tête, n'écouta jamais les sirènes qui l'auraient fait aller trop loin. Il tenait fermement les rênes, et chaque fois que les généraux, le roi et le peuple prussien exigeaient de nouvelles conquêtes, il refusait. Rien ne devait gâter la beauté de sa création, certainement pas l'euphorie factice qui poussait son entourage à vouloir outrepasser le résultat qu'il avait si soigneusement planifié. Gouverner, c'est prévoir. Émile de Girardin, 1806-1881. Les clés du pouvoir. Dans la mythologie grecque, les dieux sont censés connaître l'avenir dans ses moindres détails. Les hommes, eux, victimes du destin, piégés dans le présent et dans leurs émotions, ne perçoivent que les dangers immédiats. Les héros, comme Ulysse, sont capables de porter leur regard au-delà du présent et de planifier plusieurs étapes à l'avance. Ils semblent défier le destin et presque égaler les dieux par leur capacité à déterminer l'avenir. Cette symbolique est encore valable aujourd'hui. Ceux qui réfléchissent à long terme et mènent patiemment leurs projets à bien semblent dotés d'un pouvoir divin. La plupart des gens sont trop prisonniers de l'instant présent pour prévoir l'avenir. Le pouvoir appartient à ceux qui ont la capacité d'ignorer les dangers et de différer le plaisir. L'homme ordinaire a naturellement tendance à réagir sur l'instant. L'homme de pouvoir, en revanche, s'est entraîné à prendre du recul, à imaginer ce qui se profile de plus grand au-delà de sa vision immédiate. Les gens se croient conscients de l'avenir, capables de projets et de calculs précis. Habituellement, ils se trompent. En réalité, ils ne font que succomber à leurs désirs, à ce qu'ils voudraient que le futur soit. Leurs plans sont vagues, échafaudés sur leurs chimères, plus que sur la réalité de leur vie. Ils se figurent avoir tout prévu, alors qu'ils ne se focalisent que sur l'heureux dénouement et se laissent aveugler par la force de leur convoitise. En 415 avant Jésus-Christ, les Grecs attaquèrent la Sicile, croyant que l'expédition leur apporterait richesse et pouvoir et mettrait un terme glorieux à la guerre du Péloponnèse, qui durait depuis 16 ans. Ils ne tinrent pas compte des dangers d'une invasion si loin de leur base. Ils n'avaient prévu ni que les Siciliens, pour défendre leur sol, combattraient avec l'énergie du désespoir, ni que tous les ennemis des Athéniens s'allieraient, ni que la guerre s'étendrait à plusieurs fronts, épuisant leurs forces. L'expédition sicilienne fut un désastre total qui entraîna la destruction d'une des plus grandes civilisations de tous les temps. Les Athéniens s'étaient lancés vers ce désastre avec le cœur et non avec l'esprit. Ils n'avaient prévu que de se couvrir de gloire, non d'affronter les dangers qui allaient surgir. Le cardinal de Retz, homme d'État français du XVIIe siècle, se targuait de bien connaître le cœur de l'homme, comment il conçoit ses projets et pourquoi il échoue si souvent. En 1651, le cardinal fomenta une rébellion contre le trône de France. Le jeune roi Louis XIV et sa cour quittèrent précipitamment Paris et s'installèrent hors de la capitale. La présence du roi si près du cœur de la Révolution avait été un fardeau énorme pour les insurgés qui poussèrent un soupir de soulagement. Ce fut pourtant la cause de leur chute, car l'éloignement donnait au roi une plus grande marge de manœuvre. Le présent, écrivit plus tard le cardinal de Retz, touche toujours, sans comparaison, davantage les âmes faibles que l'avenir même le plus proche. Si l'on était plus attentif aux dangers éloignés dès qu'ils se dessinent, combien d'erreurs seraient évitées? Combien de projets abandonnerait-on instantanément si l'on réalisait que l'on est en train d'esquiver une embûche mineure pour aller de Charybde en Scylla? Une grande part du pouvoir réside non pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on ne fait pas, les actes irréfléchis et stupides à éviter pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Établissez à l'avance un plan d'action détaillé. Posez-vous les bonnes questions pour sortir du flou. Quels seront les dommages collatéraux? Vais-je me faire de nouveaux ennemis? Quelqu'un ramassera-t-il les marrons que j'ai sortis du feu? Les dénouements malheureux sont plus courants que les triomphes. Ne vous laissez pas obnubiler par l'issue glorieuse que vous imaginez.
Les élections françaises de 1848 opposaient Louis-Adolphe Thiers, l'homme de l'ordre, et le général Louis-Eugène Cavaignac, l'agitateur de droite. Quand Thiers réalisa qu'il était à la traîne dans cette course, dont l'enjeu était de taille, il chercha désespérément une solution. Il décida de s'allier à Louis Bonaparte, petit-neveu de Napoléon et député au Parlement. Ce brave homme était un peu niais, mais son nom seul pouvait le faire élire dans un pays en quête d'un dirigeant à poigne. Thiers le voyait comme une marionnette dont il se débarrasserait en 2 temps 3 mouvements. La première partie du plan marcha à la perfection. Louis Bonaparte fut élu à une large majorité. Hélas, Thiers n'avait pas prévu un fait tout simple. Ce nigaud était un ambitieux. 3 ans plus tard, il dissolvait le Parlement et se proclamait empereur. Il gouverna 18 années, une éternité pour Thiers et son parti. Seul le dénouement compte. C'est à l'issue de l'action que l'on sait qui obtient la gloire, l'argent, les honneurs. Votre but doit être clair comme de l'eau de roche et vous devez le garder constamment en mémoire. Vous devez aussi prévoir comment vous allez échapper aux vautours qui tournent au-dessus de votre tête, prêts à se repaître de votre carcasse, et anticiper toutes les crises éventuelles. Bismarck surmonta ces dangers parce qu'il avait tout planifié jusqu'au bout, que rien ne le fit dévier de sa ligne de conduite et qu'il ne laissa jamais les autres lui ravir la gloire. Une fois qu'il eut atteint le but fixé, il se retira dans sa carapace comme une tortue, montrant une maîtrise de soi parfaite. Si vous projetez plusieurs étapes à l'avance et que vous respectez un plan précis de toutes vos actions jusqu'à la fin, vous êtes moins soumis à vos émotions et à la tentation d'improviser. Votre clarté de vue vous évite l'anxiété et le flou, les principaux obstacles au succès. L'io qui alla meta ed un passo alla volta. Les yeux fixés sur le but et un pas à la fois. Proverbe italien. Image. Les dieux de l'Olympe. Observant les actions humaines du haut de leurs nuages, ils voient par quoi se concluront les grands rêves qui mènent au désastre et à la tragédie. Ils rient de notre incapacité à dépasser l'instant présent et se moquent de nos erreurs. Autorité. De combien il est plus aisé de n'y entrer pas que d'en sortir. Or, il faut procéder au rebours du roseau, qui produit une longue tige et droite, de la première venue, mais après, comme s'il s'étoie à l'anguille et mis hors d'haleine, il vient à faire des nœuds fréquents et espresse, comme des pays qui montrent qu'il n'a plus cette première vigueur et constance. Il faut plutôt commencer bellement et froidement, et garder son haleine et ses vigoureux élans au fort et perfection de la besogne. Nous guidons les affaires en leur commencement et les tenons à notre merci, mais après, quand ils sont ébranlés, ce sont eux qui nous guident et emportent, et avons à les suivre. Montaigne, 1533-1592, essai. A contrario. C'est un cliché de stratège que de dire qu'un plan doit comprendre des alternatives et garder une certaine souplesse. Certes, si vous verrouillez votre plan, vous serez incapable de gérer de brusques revers de fortune. Une fois que vous avez examiné toutes les éventualités et décidé de votre objectif, vous devez trouver des alternatives et rester prêt à emprunter de nouvelles voies vers votre but. Toutefois, la plupart des gens perdent moins à se fixer des plans trop précis et trop rigides qu'à échafauder de vagues projets avec la seule perspective d'improviser au gré des circonstances. Il n'est pas vraiment nécessaire de rechercher un contre-exemple à cette loi, car rien ne peut advenir de bon si l'on refuse de réfléchir à l'avenir et de planifier jusqu'au bout. Si vous avez les idées claires et que vous voyez loin, vous comprendrez que l'avenir est incertain et que vous devez vous adapter. Seul un objectif clair et un plan à long terme donnent cette liberté. Celui qui ne prévoit les choses lointaines s'expose à des malheurs. Karl von Clausewitz, 1780-1831. La théorie de la Grande Guerre, traduit par le lieutenant-colonel de Vatry. Les grenouilles. Les grenouilles virent dans le fort de l'été leur marais à sec. « Où nous retirerons-nous » s'écrièrent-elles alors. « Dans ce puits que vous voyez tout proche de vous,
dit une des plus jeunes. L'eau l'emplit jusqu'aux 2 doigts du bord. Ainsi, il nous sera très aisé d'y entrer. Fort bien, répliqua une des plus vieilles. Mais quand l'eau viendra à baisser, et que nous nous trouverons au fond de ce puits, à 20 pieds au moins de son ouverture, en sortirions-nous aussi aisément que nous y serons entrés? Ésope, 6e siècle avant Jésus-Christ, fable, traduit par Émile Chambry. Il faut considérer la fin de toute chose, et voir quelle en sera l'issue, car il arrive que Dieu, après avoir fait entrevoir la félicité à quelques hommes, la détruit souvent radicalement. Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ, Histoire, traduit par Pierre-Henri Larcher. Le roi, le soufi et le chirurgien. Dans l'antique royaume de Tartarie, le roi se promenait un jour avec quelques nobles. Ils rencontrèrent au bord de la route un abdal, c'est-à-dire un soufi itinérant, qui cria « À celui qui me donne 100 dinars, je donnerai un bon conseil. » Le roi s'arrêta et dit « Abdal, quel est ce bon conseil que tu donneras en échange de 100 dinars ?»« Seigneur, répondit l'abdal, ordonne que cette somme me soit donnée, et je te le dirai sur le champ. » Le roi fit ainsi, espérant quelque chose d'extraordinaire. Le derviche lui dit « Voici mon conseil. Ne te lance jamais dans quoi que ce soit sans avoir réfléchi à la façon dont les choses se termineraient. » Les nobles et toutes les personnes présentes s'esclaffèrent. L'abdal avait eu raison de se faire payer d'avance. Mais le roi dit « Il n'y a pas matière à rire dans le conseil que cet abdal m'a donné. Nul n'ignore qu'il faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais chaque jour, nous commettons l'erreur de l'oublier, et les conséquences en sont funestes. Donc, je tiens le conseil de ce derviche pour très précieux. » Le roi décida de garder ce conseil toujours présent à son esprit et le fit graver en lettres d'or sur les murs de son palais et même sur une coupe en argent. Peu après, un conjuré décida de tuer le roi. Il soudoya le chirurgien du roi en lui promettant le poste de premier ministre s'il plantait dans le bras du roi un bistouri empoisonné. Quand vint l'heure de la saignée du roi, on plaça sous son bras la coupe d'argent pour recueillir le sang. Soudain, le chirurgien déchiffra les mots qui étaient écrits. Ne te lance jamais dans quoi que ce soit sans avoir réfléchi à la façon dont les choses se termineraient. Il comprit que si le conjuré montait sur le trône, il ferait certainement décapiter tout de suite le chirurgien pour se délier de sa promesse. Le roi, observant que le chirurgien tremblait, lui demanda ce qu'il avait. Et l'homme avoua toute la vérité, sans plus tarder. Le conjuré fut arrêté, et le roi le montra à tous les gens qui avaient ri du conseil de l'abdal. Et maintenant, est-ce que vous riez encore? Idriss Shah, La caravane des rêves, 1968. Qui demande l'avenir aux 10 heures de bonne aventure fait abstraction sans le vouloir des intuitions 1000 fois plus exactes que tout ce que les charlatans ont à raconter. Walter Benjamin, 1892-1940.